Élodie Martin commençait toujours sa journée bien avant l'aube, quand les couloirs métalliques de l'aéroport Charles de Gaulle résonnaient encore du silence des heures creuses. À 26 ans, elle connaissait chaque centimètre du terminal comme s'il s'agissait d'une extension de sa propre maison. Elle travaillait dans une petite cafétéria située non loin de la porte E17, à mi-chemin entre les boutiques hors taxes et une salle d'attente souvent saturée. Son uniforme beige et vert olive, toujours impeccablement repassé, se fondait dans le décor aéroportuaire au point qu'on aurait pu croire qu'elle faisait partie du mobilier. Chaque matin, elle installait les viennoiseries sous la vitrine éclairée, préparait les percolateurs avec une précision quasi militaire et s'efforçait de maintenir un sourire qui n'était ni exagérément joyeux, ni totalement absent. Elle avait appris à donner juste assez d'attention pour ne pas paraître froide, mais pas trop pour ne pas être retenue dans une conversation inutile. Le flot de voyageurs pressés, de pilotes distraits, de familles en partance pour des vacances et de cadres en costard-cravate constituait un ballet quotidien auquel elle assistait depuis des années sans jamais y prendre part. Le samedi, pourtant, avait une atmosphère particulière. Moins frénétique que les vendredis de grande affluence, moins désert que les dimanches matinaux, ce jour de la semaine était marqué par une constante que seule Élodie semblait remarquer. Sur un banc gris près de la grande baie vitrée donnant sur les pistes, toujours le même homme prenait place. Il arrivait peu après 8 heures, commandait un café noir sans sucre, payait en espèces, puis s'asseyait seul, les mains croisées sur les genoux. Il ne sortait ni livre, ni téléphone. Il ne regardait pas les écrans d'information. Il fixait la piste. Il ne parlait à personne. Il n'attendait visiblement aucun vol, ne portait ni bagages, ni documents de voyage. Et surtout, il ne bougeait presque pas. Les premières fois, Élodie avait cru qu'il était un passager en avance. Mais semaine après semaine, elle constatait qu'il repartait toujours avant midi, sans jamais passer le moindre contrôle de sécurité. L'homme était d'une élégance discrète. Costume sur mesure, manteau en cachemire, montre fine au poignet. Ses cheveux étaient légèrement poivre et sel, taillés avec soin, et il portait des lunettes aux montures sobres. Il ne paraissait ni pressé ni perdu. Juste, là, présent mais ailleurs. Certains collègues avaient émis des hypothèses. Un diplomate, un espion, un veuf en deuil. Personne ne savait, et personne ne posait de questions. Élodie, elle, avait pris l'habitude de le regarder à distance. Pas d'un regard insistant ou intrusif, mais d'un regard curieux, attentif. Il y avait quelque chose de profondément humain dans sa solitude méthodique, dans la répétition précise de ses gestes, comme une chorégraphie invisible que seuls les observateurs patients pouvaient décrypter. Avec le temps, elle avait remarqué de petits détails. Il arrivait toujours à la même heure, portait chaque semaine une chemise différente, mais toujours blanche, et ne retirait jamais son manteau, même lorsque le chauffage du terminal rendait l'air presque étouffant. Il ne semblait ni attendre quelqu'un, ni fuir quoi que ce soit. Il était simplement là, comme une silhouette figée dans une photographie que le monde oubliait de regarder. Cette présence récurrente devint une ponctuation dans la semaine d'Élodie. Elle n'en parlait à personne, pas même à Julie, sa collègue de l'après-midi, ni à Franck, le responsable des stocks. C'était un secret muet, une sorte de rituel privé qui rendait ces samedis différents des autres jours. En observant cet homme, elle se sentait étrangement moins seule, comme si, dans cette mer de mouvements incessants, quelqu'un d'autre avait choisi, comme elle, de rester immobile. Elle ne savait pas encore pourquoi il venait. Elle ne connaissait pas son nom. Elle ignorait tout de lui, sauf une chose. Il était fidèle à ce banc, à cette heure, à ce silence. Et dans un monde où tout changeait trop vite, cela suffisait à éveiller sa curiosité. Et ce fut ainsi, sans un mot échangé, sans un seul regard croisé, que la routine invisible d'Élodie commença à changer. Non pas brusquement, mais imperceptiblement, comme un avion qui quitte le sol sans qu'on ne sente encore la montée. Chaque samedi matin, alors que les premiers rayons du jour perçaient difficilement la grisaille parisienne et que l'aéroport Charles de Gaulle s'animait lentement, Élodie apercevait déjà à travers la baie vitrée embuée la silhouette familière de l'homme au manteau foncé. Toujours le même banc, toujours la même posture, les jambes croisées, les coudes posés sur les accoudoirs métalliques. Il était là, comme une constante dans un décor changeant, une pièce figée dans une mécanique qui ne cessait jamais de tourner. Elle ne savait toujours pas qui il était, mais certains de ses collègues avaient fini par murmurer des noms. Ce samedi-là, entre 2 commandes de cappuccino et une pile de tasses à essuyer,
Julie, la collègue d'Élodie, avait chuchoté à son oreille, l'air de partager un secret interdit. « Tu sais qui c'est ? Il paraît que c'est Marc Delacour. » Le Marc Delacour. Élodie n'avait pas réagi tout de suite. Ce nom lui disait vaguement quelque chose, mais elle n'était pas du genre à suivre les magazines économiques ou les conférences d'innovation retransmises à la télévision. Julie, elle, était intarissable. C'est le PDG de Nexora, une boîte de tech énorme. Ils font de tout, IA, cybersécurité, cloud. Le genre de gars qu'on voit dans les panels internationaux. Un vrai géant. Élodie avait hoché la tête, plus par politesse que par conviction. Le fait qu'un homme aussi puissant passe chaque samedi matin assis seul dans un hall d'aéroport sans valise ni escorte semblait presque absurde. Pourquoi un milliardaire perdrait-il son temps dans un terminal, entouré de valises roulantes et d'annonces de départ? Il aurait pu être n'importe où. Dans un jet privé, dans une villa sur la côte d'Azur, à Tokyo pour une conférence. Mais non, il était ici, invariablement, immobile. Et plus étrange encore, il ne voyageait jamais. Élodie avait fini par s'en convaincre. Après l'avoir observé discrètement pendant des semaines, elle avait remarqué qu'il ne passait jamais les portiques de sécurité. Il n'était jamais appelé par les haut-parleurs. Aucun agent d'embarquement ne venait à sa rencontre. Il arrivait, s'asseyait, commandait un café, regardait longuement la piste de décollage, puis repartait. Son comportement dénotait avec tout ce qui faisait l'essence même d'un aéroport. Ici, tout était mouvement, transition, départ. Les gens couraient, vérifiaient leur passeport, luttaient avec leurs valises ou cherchaient désespérément une prise pour recharger leur téléphone. Lui, il ne faisait rien de tout cela. Il restait figé dans une attente silencieuse, comme s'il cherchait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. Parfois, Élodie le surprenait en train de suivre des yeux un avion qui décollait, pas avec excitation, ni avec crainte, plutôt avec une forme de mélancolie contenue, un regard que le bruit des réacteurs ne semblait pas troubler. Elle se demandait ce qu'il voyait vraiment en regardant ces avions s'envoler. Une opportunité manquée, un souvenir précis, ou simplement une habitude devenue obsession. Ce qui la troublait le plus, c'était cette régularité presque obsessionnelle. Il venait toujours seul, toujours à la même heure, sans rien pour distraire son esprit. Pas de téléphone, pas de journal, rien. Une fois, elle avait vu un homme tenter de l'aborder, probablement un ancien collègue ou un partenaire d'affaires. Marc l'avait salué poliment, échangé quelques phrases courtes, puis avait décliné une proposition de déjeuner avec une voix calme mais ferme. Le message était clair, il ne venait pas ici pour socialiser. Élodie avait commencé à noter mentalement les détails de ses visites. Chaque samedi, il commandait le même café noir sans sucre qu'elle lui servait sans même qu'il ait à le demander. Il payait toujours en espèces, glissant un billet dans la main d'Élodie avec un regard bref, mais pas indifférent. Il n'était pas froid. Il était distant, mais pas méprisant. Il n'affichait ni arrogance ni supériorité, malgré sa réputation. Il semblait plutôt absorbé par quelque chose de plus profond que le monde autour de lui. Il y avait chez lui une sorte de calme désarmant, comme s'il avait trouvé un lieu où le temps cessait de le poursuivre. Ce calme avait un effet étrange sur Élodie. À chaque samedi qui passait, elle se surprenait à vouloir comprendre, non pas par curiosité malsaine, mais parce que, dans cette routine figée, elle pressentait une douleur enfouie, une histoire que personne n'osait raconter. Un jour, elle avait même fait une recherche rapide sur son téléphone, pendant sa pause. Elle avait tapé Marc Delacour Nexora et des centaines de résultats étaient apparus. Articles, interviews, photos lors de sommets internationaux, classement des fortunes françaises. Il était partout, omniprésent dans le monde des affaires. Mais rien, absolument rien dans ses lignes publiques, ne parlait d'aéroport, de samedi matin ou de banc gris face à la piste. Ce décalage entre l'image publique et la réalité de ses visites éveilla chez elle une forme de fascination tranquille. Elle commença à anticiper son arrivée, à guetter la silhouette à travers les vitres, à sentir une tension discrète s'installer en elle à mesure que l'heure approchait. Elle ne lui avait jamais adressé la parole, à part pour lui souhaiter une bonne journée lorsqu'il prenait son café. Il répondait toujours avec un léger hochement de tête, un merci, discret, avant de s'éloigner. Il y avait quelque chose de frustrant et de captivant dans cette absence d'explication. Un homme comme lui ne faisait rien au hasard. Il devait y avoir une raison, un motif caché,
un fil invisible qui le ramenait ici chaque semaine, comme s'il cherchait à réparer une erreur, à revivre un moment ou à attendre quelqu'un qui ne viendrait jamais. Mais Élodie savait aussi qu'il y avait des silences qu'il fallait respecter. Elle n'était qu'une serveuse dans une cafétéria de terminal, lui, un capitaine d'industrie. Et pourtant, dans ce lieu impersonnel qu'était un aéroport, leurs existences semblèrent se croiser sans jamais se heurter. Deux mondes parallèles, liés par un rituel silencieux que personne d'autre ne remarquait. Ce qu'Élodie ignorait encore, c'était que ce rituel allait bientôt changer. Pas brutalement, mais assez pour fissurer la routine, car dans cette répétition mécanique, dans cette attente muette, se cachait une histoire que le monde n'avait jamais entendue. Et elle, sans le savoir, allait en devenir la première confidente. Ce samedi-là, le ciel au-dessus de Roissy était d'un gris plus lourd que d'habitude. Une pluie fine tombait en continu depuis la veille, formant des gouttelettes persistantes sur les vitres du terminal, brouillant la vue sur les pistes et les silhouettes d'avions qui se mouvaient au loin comme des ombres floues. À l'intérieur, l'atmosphère était plus feutrée que d'ordinaire, comme si l'humidité avait atténué les sons et ralenti le pas des voyageurs. Les annonces sonores semblaient moins fréquentes, les files d'attente moins longues, et même les bousculades au portique perdaient de leur énergie coutumière. Élodie avait commencé son service un peu plus tôt que prévu. Une collègue s'était désistée au dernier moment et sans même réfléchir, elle avait accepté de prendre la relève. Depuis quelque temps, elle ne rechignait plus à venir plus tôt, surtout le samedi. Elle avait développé, sans l'avouer à personne, une forme d'habitude mêlée d'attente. À peine avait-elle levé le rideau métallique de la cafétéria qu'elle avait tourné discrètement la tête vers le banc. Il était déjà là. Même manteau, même posture, même geste précis. Mais ce matin-là, un détail avait changé. Il n'avait pas commandé son café. Elle avait attendu quelques minutes, croyant d'abord qu'il allait peut-être se lever d'un moment à l'autre. Mais non. Il restait assis, le regard figé sur les pistes noyées de brume, les mains croisées sur les genoux. Aucun signe de mouvement. Son visage, pourtant toujours impassible, semblait plus fermé encore. Les traits tirés, les paupières lourdes. Ce n'était pas de la fatigue, mais une forme d'absence presque palpable, comme si sa pensée était figée dans un ailleurs inaccessible. Élodie hésita longuement. Elle n'avait jamais pris l'initiative de lui adresser la parole au-delà des formules de politesse liées à la commande. Mais ce refus silencieux de café, dans un rituel aussi constant, l'intriguait. Elle songea à aller vers lui, à lui proposer malgré tout un café chaud, en prétextant la météo ou simplement l'habitude. Pourtant, quelque chose la retint. Ce n'était pas de la peur, mais une intuition discrète que ce n'était pas le bon moment. Elle se contenta alors de l'observer à distance, tout en continuant à servir les clients qui défilaient. Le courant d'air glacial qui passait à chaque ouverture de porte, les odeurs de croissants chauds, les voix des enfants excités à l'idée de prendre l'avion, tout cela formait un fond sonore familier. Mais en elle, une tension s'installait, une impression que quelque chose de différent allait se produire. Et ce fut le cas. Peu avant 10 heures, alors qu'Élodie faisait le tour des tables pour ramasser les plateaux oubliés, elle vit Marc se lever brusquement. Il ne regarda ni autour de lui, ni vers le comptoir. Il laissa simplement le banc vide derrière lui, sans un mot, sans un regard. Mais ce n'est pas ce qui attira son attention. Ce qui la frappa, c'est qu'un petit objet noir était resté sur le banc, posé avec soin, mais à moitié glissé entre le dossier et l'assise. Elle s'approcha lentement, le cœur légèrement serré, comme si elle enfreignait une limite invisible. En s'emparant de l'objet, elle découvrit un petit carnet en cuir noir, d'une épaisseur modeste, fermé par un simple élastique usé. Rien de distinctif à première vue. Aucun nom, aucun logo, aucune marque. Juste un carnet semblable à ceux que l'on trouve dans n'importe quelle papeterie. Elle le tourna dans ses mains, hésitant à l'ouvrir. Puis elle chercha Marc du regard, mais il avait déjà disparu dans la foule, avalé par le flux des passagers. Elle attendit quelques instants, se demandant s'il allait revenir sur ses pas. Mais non, il était parti, et le carnet restait là, désormais entre ses doigts. Élodie retourna derrière le comptoir, glissa discrètement le carnet dans la poche intérieure de son manteau et reprit son service avec une concentration vacillante. Toute la journée, son esprit revenait à cet objet oublié. Pourquoi l'avait-il laissé? Était-ce un oubli ou un geste volontaire? Était-il perdu dans ses pensées au point d'en oublier un carnet visiblement personnel?
Ou bien, et cette hypothèse s'imposa à elle plus tard, voulait-il que quelqu'un le trouve? Ce n'est qu'une fois rentrée chez elle, après une longue douche et un dîner rapide, qu'Élodie ressortit le carnet. Elle s'assit sur son lit, les jambes croisées, et le posa devant elle. L'élastique semblait fragile, comme s'il avait été tiré et relâché des centaines de fois. Elle tendit la main, le toucha du bout des doigts, puis, d'un geste lent, l'ouvrit. Ce qu'elle découvrit la laissa interdite. Aucune note financière, aucun agenda d'homme d'affaires, aucun nom de contact ni graphique. À l'intérieur, des pages couvertes d'une écriture soignée, à l'encre noire. Des dates, principalement. Des séries de dates espacées, certaines soulignées, d'autres encadrées. À côté, parfois, une heure précise, et sous certaines de ces dates, de courtes phrases, parfois même des fragments incomplets, comme griffonnés dans la hâte. Vol annulé. Encore raté. 23 mars. Elle n'a jamais vu les nuages. La piste m'échappe toujours. Je ne pouvais pas être là. Chaque ligne semblait peser lourd, comme si chacune condensait une douleur que les mots ne suffisaient pas à exprimer. Il n'y avait aucune signature, aucune mention de nom propre, mais un motif commençait à se dessiner. Les dates revenaient presque toutes au samedi. Certaines étaient espacées d'une semaine exactement. D'autres, notées en marge, semblaient être des rappels ou des tentatives d'ancrage dans un calendrier intérieur que seule Marc comprenait. Élodie sentit un frisson parcourir son dos. Elle referma le carnet lentement, comme si elle venait d'entrevoir quelque chose de trop intime, presque sacré. Elle n'avait pas le droit de lire cela, elle le savait. Et pourtant, maintenant qu'elle avait ouvert ce carnet, elle ne pouvait plus faire comme si elle ne savait rien. Elle passa le reste de la soirée à y penser, incapable de détacher son esprit de ces quelques lignes. Il y avait là une tristesse contenue, un ordre précis dans le chaos, une tentative presque désespérée de comprendre ou de revivre un moment qui s'était enfui. Le carnet n'expliquait pas tout, mais il ouvrait une porte. Et cette porte menait vers une histoire qui n'était visiblement pas finie. Le samedi suivant, Élodie savait qu'elle ne pourrait plus se contenter de regarder de loin. Ce jour-là, quelque chose changerait. Non pas parce qu'elle l'avait décidé, mais parce que le silence ne suffisait plus. Et pour la première fois, elle allait franchir la distance entre sa cafétéria et ce banc, avec, dans sa main, le carnet d'un homme que tout le monde connaissait, mais que personne ne comprenait vraiment. Les jours suivants s'écoulèrent dans une lenteur inhabituelle, comme si le temps, au lieu de s'étirer en ligne droite, tournait en rond dans la tête d'Élodie. Le carnet était là, posé sur une étagère de sa petite chambre, presque dissimulé sous un foulard qu'elle n'avait pas utilisé depuis l'hiver dernier. Elle l'avait refermé après cette première lecture, mais n'avait pas pu l'ignorer. Il pesait dans l'air, même fermé. Elle se réveillait parfois dans la nuit avec des fragments de phrases en tête, comme si ces mots griffonnés dans l'ombre s'étaient glissés jusque dans ses rêves, sans permission. Chaque matin, elle hésitait à l'emporter avec elle, puis se ravisait au dernier moment, incapable de décider si elle devait le rendre immédiatement ou attendre encore. Ce n'était pas de la peur, mais plutôt une forme d'appréhension qu'elle ne savait pas nommer. Le geste de Marc, volontaire ou non, avait ouvert une brèche. Et maintenant, elle marchait sur le fil entre la curiosité et l'indiscrétion. Pendant ses pauses à la cafétéria, ses yeux revenaient malgré elle vers le banc où il s'asseyait chaque samedi. Il n'y était jamais en semaine, ce qui rendait cette attente presque rituelle, ponctuelle. L'absence de cette silhouette donnait au lieu un air plus impersonnel encore. Les passants se succédaient, les valises roulaient, les enfants criaient, mais rien n'avait le même relief. Elle avait l'impression de regarder un film sans personnage principal. Le jeudi soir, incapable de résister plus longtemps, elle rouvrit le carnet. Cette fois, elle le parcourut avec plus d'attention. Elle ne cherchait pas à comprendre chaque mot, mais à relier les dates, à repérer une logique. Ce ne furent pas les phrases les plus sombres qui la touchèrent, mais plutôt les silences entre elles, les espaces laissés vides, comme si les mots avaient parfois manqué à l'auteur. Certaines pages portaient juste une date, d'autres une heure précise, parfois répétée plusieurs fois. Le 28 janvier revenait plusieurs fois, toujours associé à la mention CDG, sans autre détail. Une fois, il était accompagné de la phrase « Elle aurait eu 8 ans ». Une autre fois, « Je n'étais pas là non plus cette année ». Élodie s'arrêta longuement sur ces lignes. Elle sentit quelque chose se resserrer en elle. Ce n'était pas de la pitié, c'était plus complexe.
une sorte de respect instinctif pour une douleur discrète, contenue, que personne ne semblait voir. À partir de là, tout prit une autre dimension. Ce carnet n'était pas un oubli anodin, ni même un simple journal. C'était un fragment d'existence soigneusement replié, que Marc portait probablement chaque semaine avec lui. Il n'y notait pas ses rendez-vous, mais des absences. Pas ses réussites, mais ses fuites. Élodie comprit que cette habitude, cette présence muette au bord de la piste, était une manière de rester attaché à quelque chose qu'il avait perdu. Mais pourquoi ici? Pourquoi un terminal? Pourquoi Charles de Gaulle et pas un cimetière, pas une maison, pas une rue de quartier? La réponse ne se trouvait pas dans le carnet. Ou pas encore. Le vendredi soir, Élodie décida qu'elle devait le lui rendre. Ce n'était pas une décision prise à la légère. Elle pesa ses mots, imagina les scénarios, se prépara à l'éventualité qu'il refuse de lui parler, ou même qu'il nie que ce carnet soit le sien. Elle savait que l'écart entre eux restait immense. Elle, serveuse dans un lieu où l'on passe sans s'arrêter. Lui, homme d'affaires dont le nom faisait vibrer les colonnes économiques. Et pourtant, entre ce carnet et ce banc, quelque chose les avait liés. Elle se raccrocha à cela. Le samedi matin arriva. Elle se leva avant l'alarme, se prépara en silence, choisit des vêtements simples mais soignés. Elle glissa le carnet dans son sac, non sans une dernière hésitation. Puis elle prit son poste comme à son habitude, saluant les collègues, installant les viennoiseries, vérifiant la machine à espresso. Mais son regard revenait sans cesse vers le banc. Vide, encore. Il n'arriva qu'à 8h40, légèrement plus tard que d'habitude. Cela suffit à déclencher en elle un élan de nervosité, comme si cette variation risquait de tout remettre en cause. Il marchait lentement, les épaules légèrement courbées, le manteau trempé par la pluie fine. Lorsqu'il s'assit, il ne fit aucun geste vers le comptoir. Il resta là, comme les fois précédentes, le regard tourné vers l'extérieur. Élodie attendit quelques minutes. Puis elle enleva son tablier, signala à Julie qu'elle prenait une pause, et sortit de derrière le comptoir. Chaque pas en direction du banc lui sembla plus long que le précédent. Son cœur battait fort, pas de peur, mais de cette tension étrange qui précède les gestes irréversibles. Lorsqu'elle s'arrêta devant le banc, Marc leva les yeux. Il la regarda sans surprise, sans agressivité non plus. Il la reconnut, évidemment. Il connaissait son visage. Mais il ne s'attendait visiblement pas à ce qu'elle vienne vers lui. Élodie s'assit lentement à ses côtés, laissant une distance polie entre eux. Elle sortit le carnet de son sac et le posa délicatement sur ses genoux. « Vous l'aviez oublié, samedi dernier », dit-elle simplement. Il baissa les yeux vers l'objet, resta silencieux quelques secondes, puis hocha doucement la tête. « Merci », répondit-il d'une voix basse. Il prit le carnet sans précipitation, comme s'il retrouvait une partie de lui-même, puis il le glissa dans la poche intérieure de son manteau. Aucun remerciement appuyé, aucun mot de justification, juste un geste simple, contenu. Mais dans son regard, quelque chose avait changé. Ce n'était pas de la gêne ni de l'agacement, c'était plus subtil, une reconnaissance silencieuse, comme s'il n'avait pas imaginé que quelqu'un prenne la peine de faire ce qu'elle venait de faire. Ils restèrent là côte à côte, sans se parler, observant les pistes invisibles sous la pluie. Le silence n'était pas pesant. Il avait même quelque chose de naturel, de nécessaire. Élodie ne se sentit pas obligée de combler ce vide. Elle n'avait rien à prouver. Elle avait simplement voulu rendre ce qui ne lui appartenait pas. Au bout de quelques minutes, Marc se leva, lissa son manteau, puis la regarda. « Vous venez ici même si vous n'y êtes pas obligé ?» demanda-t-il. La question la surprit. Elle n'était pas brutale, mais directe. Il ne parlait pas du travail ni de l'obligation professionnelle. Il posait une question plus essentielle, presque existentielle. Elle ne répondit pas tout de suite. Il ne sembla pas attendre une réponse immédiate. Il lui fit un léger signe de tête, puis tourna les talons et s'éloigna. Élodie resta assise quelques instants, les yeux fixés là où il avait disparu. La pluie tombait toujours, effaçant les traces de pas avant même qu'elle ne sèche. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se sentit à la fois plus légère et plus concernée par cet endroit où tout le monde ne fait que passer. Le samedi suivant, Élodie se réveilla plus tôt que d'habitude. Non pas par nécessité, mais parce qu'elle n'avait pas vraiment dormi. Depuis l'échange silencieux de la semaine précédente, elle portait en elle une sorte d'impatience étrange, comme si quelque chose d'inattendu s'était enclenché.
Ce n'était pas de l'excitation, ni une curiosité frivole. C'était plus profond, plus organique, une sorte de tension tranquille qui, sans bousculer sa routine, la modifiait subtilement. Elle prépara son uniforme avec plus de soin, coiffa ses cheveux avec une rigueur inhabituelle, choisit ses chaussures non pas en fonction du confort, mais de l'allure qu'elle donnait à sa démarche. Ce n'était pas pour plaire. Ce n'était pas non plus une forme de mise en scène. C'était simplement un besoin nouveau de se présenter entière, attentive, prête. Elle quitta son petit appartement du 19e arrondissement, alors que le ciel n'était encore qu'un voile d'encre dilué, traversé par les premières lumières blafardes de la ville en veille. Lorsqu'elle arriva à Charles de Gaulle, le hall était encore partiellement désert. Les écrans affichaient les premiers vols du matin. Les rideaux métalliques des boutiques se levaient lentement, et les balayeurs finissaient de nettoyer les couloirs luisants. Elle prit son poste à la cafétéria, mais son esprit était ailleurs. Chaque minute qui passait était marquée par cette attente particulière, non pas celle de voir Marc, mais celle de faire le geste qu'elle avait décidé de poser. Elle n'attendit pas qu'il commande. Elle ne l'observa pas depuis le comptoir. Cette fois, elle décida de traverser la distance d'un seul mouvement. À 9 heures précises, elle déposa son tablier, prit une grande inspiration et marcha jusqu'au banc, sans hésitation. Marc était là, comme toujours, le manteau soigneusement boutonné, les mains jointes, le regard porté au loin. Il leva à peine les yeux lorsqu'elle s'approcha, mais il ne fut pas surpris. Il s'écarta légèrement sur le banc, un mouvement discret mais clair. Il l'invitait à s'asseoir. Élodie accepta sans dire un mot. Elle posa son sac à ses pieds, croisa les mains sur ses genoux et resta silencieuse quelques instants. « Je ne travaille pas vraiment aujourd'hui, » dit-elle finalement. Marc tourna légèrement la tête vers elle, sans sourire, mais avec une expression qui n'était ni fermée ni indifférente, une forme d'attention suspendue, comme s'il attendait qu'elle continue. « Enfin, je travaille, mais j'ai pris ma pause. » Longue pause, sans autorisation, ajouta-t-elle. Elle sentit le début d'un sourire à peine esquissé sur le visage de Marc. Il ne répondit pas tout de suite. Puis, après quelques secondes, « Vous êtes la première à vous asseoir ici depuis longtemps. » Il ne regardait pas Élodie en disant cela. Il regardait la piste. Sa voix était calme, posée, avec une lenteur qui trahissait une certaine fatigue. Pas une fatigue physique, mais une forme d'usure intérieure. Elle hésita. Puis sortit lentement de son sac un petit sachet en papier Kraft contenant 2 viennoiseries. « Je me suis dit que vous n'aviez pas encore pris de petit déjeuner. » Marc regarda le sachet, puis Élodie. Il ne le prit pas tout de suite, mais il hocha doucement la tête comme pour remercier sans mots. Elle posa le sachet entre eux sur le banc. Le silence s'installa de nouveau, mais cette fois, il n'était pas pesant. Il avait une texture différente. Ce n'était pas une barrière, mais un espace commun. Après quelques minutes, Marc brisa le silence. « Vous avez lu le carnet ?» La question tomba sans avertissement, droite, sans détour. Élodie sentit une chaleur monter dans sa nuque, mais elle ne baissa pas les yeux. Elle prit une seconde pour répondre, mesurant le poids de ses mots. « Oui, pas tout, mais oui. » Il acquiesça lentement. Il n'y eut ni colère ni reproche dans sa voix lorsqu'il parla à nouveau. « Ce n'est pas grave. Si vous l'avez encore, vous pouvez le garder. J'en ai d'autres. Celui-là, il n'est pas important. » Élodie fronça légèrement les sourcils. « Il me semble pourtant que tout ce qu'il contient l'est. » Marc inspira profondément, puis se leva sans brusquerie. « Venez. » Elle le suivit sans poser de questions. Ils marchèrent en silence jusqu'à la zone d'observation vitrée, rarement fréquentée, un espace surélevé donnant une vue panoramique sur les pistes. De là, on pouvait voir les avions rouler lentement, les phares clignotant dans la brume. Des silhouettes mécaniques, lourdes, prêtes à s'arracher du sol. Marc s'arrêta près de la vitre. Il croisa les bras, fixa un point lointain. Ce lieu, c'est le seul endroit que je connais où l'on peut voir les gens partir sans les perdre, où les adieux ne sont pas définitifs, où tout peut encore changer jusqu'à la dernière minute. Élodie resta debout à ses côtés, écoutant sans interrompre. Il ne parlait pas comme un homme d'affaires, ni comme un orateur. Il parlait simplement. Chaque mot semblait peser, choisi avec précision. Les gens croient que je viens ici pour fuir. Mais ce n'est pas une fuite. C'est une tentative. Celle de rester fidèle à un instant que je n'ai pas su honorer. Il s'interrompit, comme si dire plus exigerait de lui une énergie qu'il ne voulait pas mobiliser pour l'instant. Élodie comprenait sans comprendre. Elle sentait que les contours de cette histoire commençaient à apparaître,
sans que le centre soit encore révélé. Elle posa une question, une seule. « Et vous restez chaque semaine à la même heure ?» Marc acquiesça. « Oui, toujours. La même heure, le même banc, le même café que je ne bois jamais. Parce que ce jour-là, j'aurais dû être ailleurs. Et je n'y étais pas. » Il tourna enfin les yeux vers elle. « Vous savez ce que c'est, vous, rater un moment qui ne reviendra plus ?» Élodie ne répondit pas. Elle sentit son estomac se nouer légèrement. Elle connaissait ce sentiment. Pas dans les mêmes circonstances, pas avec la même intensité, mais elle savait ce que cela signifiait de rester figée à un endroit, parce qu'une partie de soi refusait de continuer à avancer. Ils restèrent encore un moment là, à regarder les avions décoller un à un, fendre les nuages, disparaître dans un ciel toujours en mouvement. Puis Marc brisa de nouveau le silence. « Si vous voulez revenir samedi prochain, je serai là. » Élodie le regarda surprise, mais il ne cherchait pas son regard. Il avait déjà les yeux rivés vers l'extérieur, comme si chaque mot qu'il venait de prononcer lui coûtait un peu plus que le précédent. Elle acquiesça simplement. Et pour la première fois, en regagnant la cafétéria, elle ne sentit plus l'aéroport comme un espace de passage. Ce matin-là, le terminal avait cessé d'être un décor. Il était devenu le début de quelque chose de plus solide, de plus humain. Lorsque samedi revint, Élodie ressentit une forme d'assurance qu'elle n'avait encore jamais connue dans ce lieu pourtant si familier. Elle arriva plus tôt, franchit les portes du terminal avec une concentration nouvelle, salua brièvement ses collègues sans chercher à prolonger les conversations, puis enfila son tablier avec un automatisme distant. Tout dans ses gestes indiquait qu'elle avait déjà la tête ailleurs. Depuis la semaine précédente, elle avait revu mentalement chaque détail de sa discussion avec Marc. Ses paroles, ses silences, son regard en direction des pistes. Elle s'était demandé, à plusieurs reprises, s'il lui adresserait de nouveau la parole, ou s'il choisirait de refermer la parenthèse ouverte. Mais au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait bougé, pas de façon spectaculaire, pas avec fracas, mais assez pour faire basculer l'équilibre d'une habitude figée. À 9h10, elle quitta le comptoir, se dirigea d'un pas assuré vers le banc. Il était déjà là. Il ne feignait pas la surprise, mais ne la salua pas non plus. Il lui fit seulement un petit signe de tête, sans sourire. Elle s'assit à côté de lui, cette fois sans hésitation, à une distance légèrement plus proche que la dernière fois. Le silence s'installa immédiatement, épais, dense, mais pas hostile. Il n'était pas gênant non plus. Plutôt une sorte de terrain commun, comme s'ils savaient tous les deux que les mots allaient devenir, mais qu'il fallait d'abord les laisser prendre forme. Élodie jeta un coup d'œil rapide vers lui. Il semblait tendu, pas visiblement contrarié, mais replié sur lui-même. Ses mains étaient jointes, serrées au point que ses phalanges étaient légèrement blanchies. Son regard, bien que fixé vers l'extérieur, n'était pas réellement posé sur les avions. Il paraissait absorbé par quelque chose de plus intérieur, de plus profond. Elle tenta une approche légère pour rompre la tension. Il paraît qu'un vol pour Madrid a été détourné à cause d'un oiseau dans un moteur ce matin. Marc ne réagit pas immédiatement, puis il répondit d'une voix neutre « Les oiseaux ici ne savent plus voler, trop de métal autour d'eux. » Elle sourit, plus pour elle-même que pour lui. Ce n'était pas vraiment une blague, ni une réponse froide. C'était une remarque pleine de lucidité désabusée. Elle poursuivit dans un ton détendu. Et le café du terminal B a encore été signalé comme le pire du mois par les voyageurs réguliers. Je crois que c'est un record. Un léger froncement de sourcils passa sur le visage de Marc, mais il ne répondit pas. Elle perçut une forme d'agacement, non pas dirigée contre elle, mais contre lui-même. Comme s'il luttait intérieurement pour ne pas être entraîné dans une interaction qu'il n'avait pas entièrement décidée. Élodie comprit qu'elle allait devoir attendre. Elle s'installa plus confortablement sur le banc, croisa les jambes et regarda à son tour les pistes. Le terminal était agité comme toujours. Les annonces se succédaient, les bruits de valises, de pas précipités, de voix multipliées. Pourtant, là où ils étaient assis, le monde semblait ralenti. Comme si un périmètre invisible s'était formé autour d'eux, leur offrant une forme de refuge contre le vacarme ambiant. Elle n'ajouta rien. Elle se contenta d'être là. Après de longues minutes, Marc se redressa légèrement. Il prit une profonde inspiration, puis posa la main sur l'accoudoir comme pour s'ancrer physiquement. Sa voix, quand elle vint, était plus grave que d'habitude. « Je ne suis pas doué pour parler sans raison. Je ne sais pas faire la conversation comme les autres. Mon métier m'a appris à aller droit au but.
Ce que je ne sais pas faire, c'est partager ce que je n'ai jamais formulé à voix haute. Élodie resta immobile, ne le coupant pas. Ce carnet, ces dates, ces phrases que vous avez lues, elles ne sont pas là pour être comprises. Elles ne cherchent pas d'explication. Ce sont juste des traces, des repères, des tentatives de figer ce que j'ai laissé m'échapper. Il tourna légèrement la tête vers elle, sans vraiment la regarder. « Et vous, vous êtes arrivé dans ce rituel, par hasard, ou peut-être pas. Je ne cherche plus à savoir pourquoi les choses arrivent. » Il s'interrompit. Puis, dans un ton presque las, « Mais je ne veux pas de pitié, ni de curiosité. Je ne cherche pas à être compris. » Élodie répondit doucement, après un silence mesuré. « Je ne vous plains pas, et je ne cherche pas à comprendre tout. J'ai juste vu un homme qui revient chaque semaine, sans valise, sans destination, et qui reste. J'ai pensé que c'était suffisant pour s'asseoir à côté. » Marc la fixa quelques secondes. Il ne répondit pas, mais elle perçut dans son regard une légère modification, comme si sa présence n'était plus une intrusion. Ils restèrent encore un moment sans parler. Puis, à l'instant où il semblait prêt à se lever, il prononça une phrase inattendue. « Il y a des endroits qu'on fréquente uniquement pour ce qu'ils représentent, pas pour ce qu'ils offrent. » Elle le regarda, intriguée. Il poursuivit. « Ce terminal, cette piste, cette heure précise, tout cela correspond à un moment que je n'ai pas vécu et que j'essaie de réparer, sans jamais y parvenir. » Il ne développa pas. Il ramassa ses gants qu'il avait posés sur le banc, se leva lentement, lissa son manteau puis la fixa avec une expression à la fois sérieuse et fatiguée. « Je vous remercie pour le silence. » Et il s'éloigna, laissant derrière lui une sensation d'inachevé, mais pas de malaise. Élodie resta encore assise un moment. Elle ne se sentait pas rejetée. Elle savait instinctivement que ce qu'elle venait de vivre n'était pas une fin de conversation, mais une transition, une respiration dans un récit qui avançait par étapes. Elle se leva à son tour, rejoignit le comptoir sans se presser, reprit son poste avec la même efficacité qu'avant. Mais désormais, chaque samedi avait une autre couleur, une autre densité, et une phrase tournait en boucle dans sa tête. « Vous venez ici même si vous n'y êtes pas obligé ?» Elle ne l'avait pas oublié. Elle y pensait souvent, parce que cette question, en apparence simple, contenait peut-être la clé de tout ce qui allait suivre. La semaine passa comme un fil tendu. Élodie allait travailler chaque matin, rangeait les tasses, préparait les expressos, encaissait les commandes, mais tout semblait se faire derrière une vitre invisible. Elle était là, présente, souriante même, mais en retrait d'elle-même. Tout en elle avançait au rythme des habitudes, mais son esprit restait accroché à cette phrase simple lancée par Marc la dernière fois qu'ils s'étaient revus. Une phrase banale, posée presque au hasard. « Vous venez ici même si vous n'y êtes pas obligé ?» Cette interrogation, loin d'être anodine, s'était accrochée à sa mémoire comme un hameçon. Elle s'était surprise à y repenser en lavant les verres, en balayant le sol de la cafétéria ou en rentrant chez elle dans les rames du RER bondé. Plus elle y pensait, plus elle réalisait que cette question contenait une vérité qu'elle n'avait jamais osé formuler à voix haute. Elle venait ici tous les jours parce qu'elle y travaillait. Mais au fond, elle restait bien plus que nécessaire. Elle ne prenait pas ses jours de congé. Elle restait parfois après son service. Elle déjeunait seule dans le hall au lieu de rentrer chez elle. Ce terminal, avec ses portes vitrées, ses annonces répétitives et ses odeurs de kérosène mêlées à celles du café chaud, était devenu son refuge sans qu'elle s'en rende compte. Ce n'était pas seulement un lieu de travail, c'était une zone tampon entre ce qu'elle avait été et ce qu'elle n'arrivait pas à devenir. Quand le samedi suivant arriva, Élodie savait exactement ce qu'elle allait faire. Elle ne prépara pas son tablier. Elle ne demanda pas la permission. Elle entra dans le terminal comme n'importe quel voyageur, sans uniforme, sans responsabilité. Et cette fois, elle ne prit pas le chemin du comptoir, mais se dirigea directement vers le banc. Marc était déjà là. Il portait un manteau gris clair, différent de celui qu'il mettait d'habitude. Son regard se détourna à peine lorsqu'elle s'approcha, mais il se redressa légèrement, ajusta la position de ses jambes, comme pour lui faire un peu de place. Elle s'assit à côté de lui, sans parole inutile, sans geste brusque. Et pour la première fois, il prit l'initiative. « J'ai cru que vous ne viendriez pas. » Elle tourna la tête vers lui, surprise. « Moi aussi. » Il la regarda plus longuement qu'à l'accoutumée, avec une expression qui oscillait entre la fatigue et un intérêt sincère. « J'ai marché ce matin jusqu'à la fin du terminal, ce que je ne fais jamais.
J'essaie de changer quelque chose, ne serait-ce qu'un détail. Je me suis dit que si vous veniez, je vous inviterais à marcher avec moi. » Elle hésita, puis acquiesça. « Allons-y. » Ils quittèrent le banc ensemble, sans précipitation, et longèrent le terminal, traversant les couloirs secondaires, les zones moins fréquentées, les espaces d'observation calmes et froids. Marc ne parlait pas beaucoup, mais cette fois, son silence n'était pas une barrière. C'était un espace qu'il ouvrait pour qu'elle y entre si elle le souhaitait. Ils s'arrêtèrent devant une immense baie vitrée donnant sur une zone de maintenance. Le soleil perçait timidement les nuages. Les reflets du tarmac mouillé scintillaient et les silhouettes des techniciens en gilets fluorescents passaient d'un appareil à l'autre. Marc brisa le silence d'un ton calme. « J'ai perdu ma fille un samedi. Elle avait 8 ans. Elle allait à un concours de dessin. Moi, j'étais ici, prêt à monter dans un vol pour Montréal, une réunion. Un de ces événements qu'on ne peut pas rater, paraît-il. » Il ne tourna pas la tête vers Élodie. Il fixait les reflets au sol comme si la lumière portait en elle les fragments d'un souvenir précis. Elle était en voiture avec sa mère. Une autre voiture a brûlé un feu. Le genre de tragédie banale qu'on lit dans les journaux. J'ai appris la nouvelle dans le lounge affaires. J'ai regardé l'écran de mon téléphone. J'ai relu le message 3 fois et je n'ai pas embarqué. Élodie sentit sa gorge se nouer. Elle ne savait pas quoi répondre. Elle savait que tout commentaire serait de trop. Elle ne tenta pas de le consoler. Elle n'avait pas cette prétention. Depuis, je viens ici, chaque samedi, à la même heure où mon vol aurait dû décoller, comme si, en restant ici, je pouvais, je ne sais pas, revenir à cet instant, l'empêcher, le reconfigurer. Sa voix s'était légèrement brisée, mais il ne montrait pas d'émotion ostentatoire. Il parlait comme quelqu'un qui avait raconté cette histoire 100 fois dans sa tête, mais jamais à voix haute. Le carnet, ce sont toutes les fois où je suis revenu. Chaque ligne, chaque date, c'est une répétition, une manière de ne pas oublier, ou peut-être de me punir. Je ne sais plus très bien. Ils restèrent là, côte à côte, à regarder les mouvements du personnel sur le tarmac, les avions remorqués, les véhicules de maintenance qui passaient lentement. Élodie, après un long silence, finit par parler. « J'avais 16 ans quand ma mère est morte, pas dans un accident. Un cancer, le genre long, lent, humiliant. Elle était tout pour moi. Et depuis, j'ai comme figé mes pas. Je fais tout bien, tout comme il faut. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir bougé depuis ce jour-là. » Elle sentit les mots sortir sans contrôle, presque malgré elle, comme si sa voix se détachait d'elle-même. Ce terminal, c'est un endroit parfait pour ceux qui ne vont nulle part. On y passe son temps à faire semblant d'avoir une destination. Mais parfois, on est juste là pour attendre que quelque chose change. Marc tourna la tête vers elle, lentement. Son regard était moins dur, moins distant. « Je ne sais pas pourquoi vous avez décidé de venir vous asseoir à côté de moi, mais je suis content que vous l'ayez fait. » Elle répondit simplement, « Moi non plus. Je ne sais pas. Mais je crois que ça me fait du bien d'être ici, avec quelqu'un qui ne cherche pas à fuir. » Il hocha la tête, puis tourna à nouveau les yeux vers les pistes. Peut-être qu'on ne reste pas immobile par faiblesse, peut-être qu'on attend juste que quelqu'un vienne marcher à côté. Le reste de la matinée s'écoula dans une série de silences partagés, entrecoupés de phrases brèves mais vraies. Il n'y eut pas de gestes appuyés, pas de confession théâtrale. Juste 2 êtres assis côte à côte, dans un terminal conçu pour le passage, mais devenu pour eux un point fixe, un point d'ancrage. Et pour la première fois depuis longtemps, ni l'un ni l'autre ne chercha à partir le premier. Ce qu'Élodie venait d'entendre ne la quitta pas une seule seconde après ce samedi-là. Les mots de Marc n'avaient rien de spectaculaire, rien de dramatique dans leur forme, et pourtant, ils s'étaient installés en elle avec une solidité dérangeante. Il n'avait pas cherché à provoquer l'émotion, ni à se libérer d'un poids par la confession. Il avait simplement posé les faits, avec une précision presque clinique, comme on énumère des données impossibles à modifier. Et c'était justement cette sobriété qui rendait son récit impossible à ignorer. La semaine suivante, elle reprit son travail avec une attention différente. Elle observait davantage les voyageurs, leurs visages concentrés, leurs gestes nerveux, leurs embrassades précipitées avant les contrôles de sécurité. Tout lui semblait désormais relié à une même idée, partir ou rester. Et surtout, choisir. Elle comprenait mieux pourquoi Marc revenait ici, encore et encore, comme si le terminal était devenu un lieu figé dans le temps, un point précis où sa vie s'était fracturée sans jamais vraiment reprendre sa trajectoire.
Lorsqu'arriva le samedi suivant, Élodie n'eut pas besoin de réfléchir. Elle savait qu'elle serait là. Pas par obligation, pas par habitude, mais parce qu'elle ressentait le besoin de retrouver ce banc, cette heure, cette présence silencieuse qui, paradoxalement, la ramenait à elle-même. Elle arriva sans uniforme comme la fois précédente, traversa le terminal avec une lenteur assumée et aperçut Marc de loin. Il était déjà assis, mais quelque chose avait changé. Il ne regardait pas la piste. Il regardait sa montre. Ce détail, insignifiant en apparence, attira immédiatement l'attention d'Élodie. Elle s'approcha, s'assit à côté de lui, sans un mot. Il ne la salua pas immédiatement. Il attendit que l'aiguille des minutes atteigne un point précis, puis il inspira profondément et releva la tête. « Il est 9h27, dit-il. » Elle le regarda, surprise. C'est l'heure exacte où l'avion a quitté la porte d'embarquement ce jour-là. Il marqua une pause, puis poursuivit d'un ton toujours aussi maîtrisé. Pas l'heure du décollage, l'heure où la décision est devenue irréversible, quand la passerelle s'est détachée. Élodie comprit alors ce que représentait réellement cette régularité. Ce n'était pas seulement un jour de la semaine, ni même un lieu. C'était une minute précise, répétée, sans variation, comme si Marc tentait de rester au plus près de l'instant où tout avait basculé. Chaque samedi, je viens à la même heure. Pas pour me souvenir de ce qui s'est passé, mais pour ne pas oublier ce que j'ai choisi. Elle fronça légèrement les sourcils. « Vous n'avez rien choisi, » dit-elle doucement. Il secoua la tête. « Si, j'ai choisi de monter dans cet avion, même si je ne l'ai finalement pas fait. Le choix avait déjà été posé, le reste n'a été qu'une conséquence. Il n'y avait aucune colère dans sa voix, aucun regret exprimé de manière excessive, juste une lucidité implacable, presque dure. Élodie sentit que cette précision, cette façon de découper le temps à la seconde près, était sa manière de garder le contrôle sur une histoire qui lui avait échappé. Ils restèrent silencieux un moment. Autour d'eux, le terminal vivait comme toujours. Les annonces se succédaient. Des groupes se formaient puis se dispersaient. Des enfants tiraient sur les manches de leurs parents. Rien ne semblait se soucier de cette minute exacte qui, pour Marc, contenait toute une vie. « Le carnet, dit-il soudain. Vous savez pourquoi il est toujours avec moi ?» Elle secoua la tête. « Parce que la mémoire est instable. Elle arrange les choses, elle efface les détails, elle se protège. Les dates, elles, ne mentent pas. Elle ne cherche pas à consoler. » Il sortit le carnet de la poche intérieure de son manteau, le posa entre eux, sans l'ouvrir. Chaque page correspond à un samedi. Pas tous, mais presque. Certains, je n'ai pas pu venir. D'autres, j'ai écrit plus que d'habitude. Mais la date, elle, ne change jamais. Il tapota doucement la couverture du carnet du bout des doigts. C'est ma façon de rester honnête avec moi-même. Élodie observa cet objet avec un regard différent. Elle ne voyait plus un symbole de douleur, mais un outil de survie. Une structure rigide à laquelle Marc s'accrochait pour ne pas se perdre complètement. « Et votre fille ?» demanda-t-elle après un long silence. « Elle aimait voyager ?» Un léger sourire traversa le visage de Marc. Le premier qu'Élodie voyait sans retenue. Elle adorait les avions. Pas pour aller loin, juste pour les regarder. Elle disait que c'étaient des maisons qui avaient décidé de bouger. Cette image simple, presque enfantine, fit naître une émotion discrète mais intense. Élodie sentit ses yeux piquer légèrement, mais elle se contint. Elle savait que Marc n'attendait pas de réaction particulière. « Son anniversaire, reprit-il. C'est pour ça que je viens chaque semaine. Pas seulement le jour exact, mais chaque semaine autour de cette date. Comme si le temps pouvait se plier à ma présence. » Il se tut, puis ajouta « 4 ans. 4 ans que je viens ici, que je m'assois sur ce banc, que je regarde des avions partir sans moi. » Élodie réalisa soudain l'ampleur de ce rituel. Ce n'était pas une habitude anodine, c'était une discipline presque sévère, une manière de ne pas se laisser glisser dans l'oubli ou la fuite. « Et vous n'avez jamais pensé à arrêter ?» demanda-t-elle. Marc réfléchit un instant. « Si, souvent. Mais arrêter aurait signifié accepter que cet instant soit définitivement passé. Et je n'y suis pas encore prêt. » Elle hocha lentement la tête. Elle comprenait mieux que jamais. Elle aussi avait ses dates fixes. Des jours qu'elle traversait chaque année avec une lourdeur particulière, même lorsqu'elle prétendait les avoir dépassés. Ils restèrent assis jusqu'à ce que l'heure passe, jusqu'à ce que la minute précise s'éloigne enfin. Marc regarda de nouveau sa montre, puis la rangea. « Voilà, dit-il simplement. C'est fait pour cette semaine. » Il se leva, comme à son habitude, mais cette fois, il se tourna vers elle.
Merci d'être resté. Élodie se leva à son tour. Merci de m'avoir expliqué. Ils échangèrent un regard bref mais chargé d'une compréhension nouvelle. Ce samedi-là, rien d'extraordinaire ne s'était produit. Aucun événement spectaculaire, aucun tournant visible. Et pourtant, quelque chose avait changé de façon irréversible. La date, elle, ne changerait jamais, mais la manière de la traverser, peut-être. Le samedi suivant débuta sous un ciel dégagé, inhabituellement clair pour un matin d'hiver à Roissy. Le soleil filtrait par les larges baies vitrées du terminal, dessinant des reflets nets sur le sol poli. L'aéroport, bien que toujours traversé par son agitation mécanique, semblait plus lumineux, presque calme dans cette lumière propre et tranchante. Élodie arriva tôt, sans stress, sans préméditation. Elle n'avait rien prévu, pas de discours préparé, pas d'attente précise. Elle savait seulement qu'elle irait s'asseoir à côté de Marc, comme les fois précédentes, et que cette fois, peut-être, elle parlerait un peu plus d'elle. Elle le trouva à sa place habituelle, mais sans le carnet entre les mains. Il ne le sortait plus. Depuis qu'elle avait lu son contenu et qu'il en avait parlé à voix haute, l'objet semblait avoir perdu une part de son utilité. Non pas qu'il soit devenu inutile, mais simplement, il n'était plus le seul espace dans lequel il déposait ce qu'il portait. Elle s'assit sans un mot. Il tourna légèrement la tête vers elle, la salua par un discret mouvement de tête. Aucun mot n'était nécessaire pour ce début de matinée. Elle sortit un petit sachet de viennoiserie qu'elle posa entre eux, comme une tradition silencieuse, qu'ils n'avaient jamais définie, mais qu'ils acceptaient désormais comme une évidence. Marc prit un croissant, le brisa en deux. « Vous savez, » dit-il en observant les miettes tomber sur ses genoux, « ce banc est devenu une sorte d'intermédiaire, entre ma vie réelle et celle que j'ai laissée suspendue. » Élodie hocha la tête. « Pour moi aussi, le terminal n'est pas qu'un lieu de passage. » Il la regarda brièvement, encourageant d'un simple regard la suite de sa pensée. « J'ai perdu ma mère quand j'avais 16 ans, commença-t-elle. Elle était tout ce que j'avais. Je ne connaissais pas mon père. Et après sa mort, il n'y a eu que des familles d'accueil, des logements sociaux, des jobs mal payés. » Elle fit une pause, choisissant ses mots avec soin. « J'ai pris ce travail ici un peu par hasard. C'était censé être temporaire, juste de quoi survivre. Et puis les mois sont devenus des années. J'ai eu des opportunités ailleurs, des formations, même un poste dans une librairie. Mais je suis resté. » Marc l'écoutait sans l'interrompre. Il ne hochait pas la tête mécaniquement. Il écoutait vraiment. « Je me suis toujours sentie entre deux choses, » reprit-elle. « Jamais tout à fait partie, jamais vraiment arrivée. Comme si ma vie était en transit permanent. J'ai commencé à aimer ce sentiment d'être là sans y être complètement. Le terminal me ressemble. » Un long silence suivit. Puis Marc répondit d'une voix basse. « C'est curieux. On est entouré ici de gens pressés, de gens avec des destinations, des connexions, des escales. Et pourtant, ce sont ceux qui ne vont nulle part, qui comprennent le mieux ce que c'est que d'avancer. » Il regarda à nouveau les pistes. Un avion roulait lentement vers la zone d'embarquement. Son mouvement fluide semblait presque chorégraphié. « Vous vous êtes arrêtée jeune, Élodie. C'est ce que je ressens. Pas extérieurement, mais profondément. Vous vous êtes arrêtée au moment où quelque chose de vital a été arraché. » Elle ne répondit pas. Pas par gêne, mais parce que c'était vrai. Elle n'avait jamais pensé à cela avec autant de clarté. Mais en entendant Marc le dire, cela prenait sens. Moi, j'ai continué. Trop vite, trop fort. J'ai foncé droit devant sans m'arrêter. Et c'est ce que je regrette. Je n'ai pas vu que ma fille avait besoin que je ralentisse. Que je sois là simplement. Il serra légèrement ses mains sur ses genoux. Ce n'est pas l'absence qui m'a détruit. C'est le refus d'admettre que j'étais déjà parti, même avant l'accident. Elle m'attendait, et moi, j'étais déjà ailleurs. Élodie sentit son cœur se contracter. Elle aurait pu lui dire que ce n'était pas sa faute, qu'il ne pouvait pas prévoir, qu'il n'était pas responsable de l'imprudence d'un autre conducteur. Mais elle savait que ces phrases n'étaient d'aucun secours. Ce n'était pas ce que Marc cherchait. Ce n'était pas une consolation qu'il voulait, mais une reconnaissance, une façon d'assumer ce qu'il portait, sans être seul. « Je crois que vous étiez là, » dit-elle. « Pas comme vous l'auriez voulu, mais vous étiez là. Vous l'êtes encore. Ça compte. » Il ne répondit pas. Il regarda longtemps devant lui, les yeux fixés sur un point invisible, puis soupira. « Qu'est-ce que vous attendez, vous, ici ?» demanda-t-il. La question la surprit. « Rien de concret, répondit-elle. Peut-être juste que quelqu'un me remarque, que je ne sois pas seulement celle qui sert le café. »
Marc se redressa légèrement. « Vous n'êtes pas invisible, Élodie. » Elle ne répondit pas tout de suite. Puis, dans un murmure, « Je l'ai été longtemps, mais plus maintenant. » Le silence qui suivit fut d'une densité nouvelle. Ils n'étaient plus deux inconnus se retrouvant dans un lieu neutre. Ils étaient deux personnes qui, malgré leurs origines opposées, malgré leurs trajectoires séparées, se retrouvaient dans le même vide, dans la même attente, et dans la même tentative de continuer à vivre malgré les fissures. Marc tourna lentement la tête vers elle. « Est-ce que vous viendriez ailleurs que dans ce terminal ?» demanda-t-il. Élodie le regarda, étonnée. « Je veux dire, continua-t-il, il y a un endroit que j'aimerais vous montrer, pas très loin. Un lieu que j'ai fait construire après l'accident. Ce n'est pas public, c'est dans mes bureaux. Mais si vous acceptez, j'aimerais que vous le voyiez. » Elle sentit sa gorge se serrer. Pas de peur, pas de doute. Juste cette sensation de bascule, de franchissement. « D'accord, dit-elle. » Il hocha la tête puis se leva lentement. Il tendit légèrement la main, non pas pour la guider, mais comme une invitation tranquille. « Pas aujourd'hui. Un autre jour. Je vous ferai venir, si vous voulez. » Elle acquiesça. Et pour la première fois depuis qu'ils avaient commencé à se parler, elle sentit qu'ils n'étaient plus deux mondes éloignés se croisant dans un espace impersonnel. Ils étaient deux existences fragiles, posées l'une à côté de l'autre, sans artifice. Ce samedi-là, il n'y eut pas de grande décision, pas de geste fort, mais il y eut une certitude silencieuse. Leur présence mutuelle ne reposait plus sur le hasard, ni sur la répétition. Elle reposait sur une reconnaissance. Et dans un monde où chacun semblait pressé de partir, cela suffisait déjà à tout transformer. 3 jours après leur dernière rencontre, Élodie reçut un appel sur son téléphone personnel. Le numéro était inconnu, mais elle décrocha sans hésiter. Une voix posée, professionnelle, se présenta comme l'assistante de direction de Nexora, l'entreprise dirigée par Marc Delacour. L'appel était bref, précis. L'assistante l'informait qu'un véhicule viendrait la chercher à son domicile samedi matin, à 8 heures. Marc souhaitait lui faire visiter un espace particulier au sein du siège de l'entreprise. Aucun détail supplémentaire ne fut donné, hormis la mention d'un code d'accès à l'entrée principale et l'indication de porter une pièce d'identité. La voix de la femme n'était ni froide ni distante, mais empreinte d'une neutralité rigoureuse, comme si elle annonçait une réunion banale. Élodie resta quelques instants figée après avoir accroché. L'appel avait été réel, les mots prononcés étaient clairs, et pourtant elle avait du mal à y croire. Marc ne l'avait pas préparée à cela. Il avait simplement évoqué l'idée de lui montrer un endroit, sans urgence, sans pression. Mais maintenant, c'était concret. Elle allait pénétrer dans un univers qui lui avait toujours semblé étranger, inaccessible, réservé à ceux qui évoluaient dans des sphères de pouvoir et de réussite qu'elle n'avait jamais fréquentées. Elle passa les jours suivants dans une nervosité qu'elle s'efforça de cacher. Elle n'en parla à personne, ni à Julie, sa collègue, ni à sa voisine de palier avec qui elle échangeait parfois quelques mots dans l'escalier. Le samedi arriva. Elle s'était levée bien avant l'heure prévue, incapable de dormir. Elle avait longuement hésité sur la tenue à porter. Rien ne lui semblait approprié. Elle finit par choisir un pantalon noir sobre, un chemisier crème qu'elle n'avait mis qu'une seule fois et un manteau en laine qu'elle avait acheté lors des soldes de l'année précédente. Elle prit son sac, vérifia 2 fois sa carte d'identité et descendit sans bruit. Le véhicule était là. Une berline noire discrète, avec un chauffeur en costume sombre. Il ouvrit la portière sans un mot. Élodie s'installa à l'arrière, le cœur battant. Le trajet fut silencieux. Paris passait derrière les vitres sans qu'elle ne parvienne à fixer son attention sur quoi que ce soit. Arrivée devant le siège de Nexora, dans un immeuble de verre et d'acier situé à la Défense, elle fut accueillie par un agent de sécurité qui la reconnut immédiatement. Il l'invita à entrer, lui remit un badge provisoire et l'accompagna jusqu'à un ascenseur privé. À l'étage, une autre femme l'attendait. Tailleur sombre, tablette numérique à la main, elle la salua brièvement puis la guida à travers un couloir aux lignes épurées. Aucun bruit, aucun mouvement inutile. Tout semblait calibré, contrôlé. Ils s'arrêtèrent devant une double porte grise. La femme frappa doucement, attendit une seconde, puis ouvrit. Marc se tenait debout, seul près d'une large baie vitrée. Il s'approcha d'elle avec un calme égal à celui qu'il montrait toujours. Mais cette fois, il la regarda avec une attention plus marquée. « Merci d'être venue, dit-il. » Élodie répondit par un simple signe de tête.
Il l'invita à le suivre sans attendre, sans discours introductif. Ils traversèrent un couloir secondaire qui menait à une pièce isolée, protégée par un système de badge. Marc l'ouvrit lui-même, sans explication. L'espace à l'intérieur était totalement différent du reste du bâtiment. Pas de verre, pas de technologie visible, un sol en bois clair, des murs blancs, un éclairage doux. Au centre, des tables basses, des fauteuils colorés et, surtout, des enfants. Il y avait là une douzaine d'enfants de 5 à 10 ans assis en petits groupes, chacun concentré sur une activité. Certains dessinaient, d'autres manipulaient des tablettes éducatives, d'autres encore écoutaient une animatrice qui racontait une histoire à voix haute. Tout était calme, chaleureux, simple. « C'est ici que je viens quand je veux me souvenir autrement », murmura Marc. Élodie regardait autour d'elle, bouleversée. Elle ne comprenait pas encore exactement ce qu'elle voyait. « Après l'accident, continua-t-il, j'ai cherché un moyen d'honorer sa mémoire sans passer par les commémorations habituelles. J'ai construit cet espace à son nom. Il ne porte pas sa photo, il n'y a pas de plaque, juste un lieu où des enfants en traitement ou fragilisés par la vie peuvent venir apprendre, jouer, créer. » Il s'approcha d'un coin de la pièce où étaient rangés des carnets, des crayons, des jeux éducatifs. Élodie le suivit du regard sans oser le rejoindre tout de suite. Chaque mois, nous recevons ici des enfants orientés par des associations. Ils viennent quelques heures, parfois quelques jours. Ils ne savent pas qui je suis, ils ne connaissent pas mon histoire, et c'est mieux ainsi. Il se tourna vers elle. Je voulais vous montrer ça parce que vous avez lu le carnet. Vous avez vu le poids des samedis. Mais ici, c'est ce que j'essaie de faire avec les autres jours, pour que le reste de la semaine ait un sens. Élodie sentit un frisson lui parcourir les bras. Elle n'avait jamais imaginé cela. Elle n'avait pas pensé que derrière ce visage fermé, derrière ce rituel obsédant, se cachait une action si concrète, si humaine. « Vous êtes la première personne à qui je montre cet endroit », ajouta Marc. Elle n'arrivait pas à formuler une réponse. Elle était touchée profondément, mais aussi un peu déroutée. Ce qu'elle voyait là n'était pas une vitrine, pas une opération de communication. C'était un acte intime, presque silencieux, de réparation. Ils restèrent un moment dans la salle, observant les enfants, échangeant peu de mots. Puis Marc l'invita à quitter la pièce. Ils marchèrent lentement dans le couloir jusqu'à revenir dans son bureau. Avant qu'elle ne parte, il lui tendit une enveloppe blanche. « Ce n'est pas une offre ni un contrat, juste une invitation. Lisez quand vous serez prête. » Elle prit l'enveloppe, la glissa dans son sac et le remercia sans ajouter autre chose. Sur le chemin du retour, Élodie resta silencieuse. Dans la voiture, elle regardait la ville défiler, mais son esprit était ailleurs. Elle venait de découvrir une autre facette d'un homme qu'elle croyait pourtant avoir déjà percé à jour. Un homme qui avait transformé un deuil personnel en quelque chose de tangible, sans jamais chercher à s'en faire applaudir. Et pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda ce qu'elle ferait, elle, des samedis à venir. Le mardi matin, Élodie arriva à la cafétéria comme à son habitude. Elle avait rangé l'enveloppe que Marc lui avait remise dans un tiroir de sa commode, sans l'ouvrir. Non par oubli, mais parce qu'elle voulait laisser passer quelques jours, le temps d'absorber tout ce qu'elle avait vu. Le souvenir de la pièce au siège de Nexora, de la lumière tamisée, du silence plein de sens, des enfants plongés dans leurs activités, lui revenait en flash précis. Elle n'en avait parlé à personne. Elle ne savait pas comment formuler ce moment sans l'appauvrir. Il appartenait à un espace intime qu'elle n'avait pas encore décidé de partager. Ce matin-là, comme souvent, elle acheta un journal papier dans le kiosque du terminal, un geste qu'elle répétait sans vraiment y penser. Elle le lisait pendant ses pauses, un œil sur les gros titres, un autre sur les clients en file d'attente. Mais cette fois, en tournant les pages sans grande attention, son regard se figea sur un article accompagné d'une photo discrète. Un cliché de Marc Delacour, debout à un pupitre, en pleine conférence de presse. Le titre était sobre mais frappant. Un programme inédit de bourse pour les jeunes travailleurs précaires, une initiative personnelle de Marc Delacour. L'article, réparti sur 2 colonnes, expliquait en détail que Nexora, par l'intermédiaire de sa fondation, venait de lancer un fonds de plusieurs millions d'euros destiné à financer des bourses d'études pour les jeunes âgés de 18 à 26 ans, employés dans des postes dits de première ligne. Café, cantine, supérette, services de nettoyage, entre autres. Ce qui attira immédiatement l'attention d'Élodie,
au-delà de l'envergure du projet, fut un passage précis. Elle le lut et le relut, les mots s'imprimant dans son esprit avec une intensité particulière. « L'idée m'est venue après une conversation dans un aéroport », a déclaré Marc Delacour. Une conversation simple, mais qui m'a rappelé à quel point on sous-estime les destins silencieux, ceux qui tiennent debout des structures entières sans qu'on les voie vraiment. Élodie reposa le journal, les doigts légèrement tremblants. Ce n'était pas une déclaration vague, c'était une référence directe. Elle n'avait pas rêvé. Marc parlait d'elle. Il ne l'avait pas nommée, bien sûr. Il n'avait pas précisé de date, de lieu, de prénom. Mais elle savait. Et cette certitude était étrange, déroutante, parce que personne autour d'elle ne savait. Aucun collègue ne fit le lien. Julie, comme chaque matin, râlait contre la machine à café. Franck, le responsable des stocks, passait comme toujours avec son chariot plein de cartons. Et elle tenait entre ses mains un morceau de papier sur lequel reposait une trace silencieuse de leur rencontre. Elle se demanda s'il l'avait fait exprès, s'il avait voulu que ce message lui parvienne, sans passer par un appel ou un mot direct. Ou bien si, fidèle à sa manière d'être, il préférait exprimer les choses en marge, entre les lignes, à travers des gestes concrets. Ce qui la frappa le plus, ce fut la réaction du personnel dans les heures suivantes. Plusieurs employés de différents commerces du terminal, en pause ou entre deux tâches, discutaient de l'annonce. Certains parlaient de chance, d'autres de marketing bien ficelé, mais tous semblaient impressionnés. « T'as vu le truc du type de Nexora ?» lança un agent de sécurité à sa collègue près de la porte F7. « Une vraie surprise, répondit-elle. Des patrons comme ça, on n'en croise pas souvent. » Personne ne savait qu'Élodie était la personne à l'origine de cette conversation mentionnée dans l'article. Et elle ne chercha pas à le dire. Ce n'était pas de la modestie. C'était un instinct de discrétion. Elle avait appris à vivre sans chercher la reconnaissance, et cette habitude était plus forte que le besoin de se faire remarquer. Toute la journée, elle vit des employés regarder leur téléphone, partager l'article, commenter les montants évoqués, spéculer sur les modalités d'inscription aux bourses. L'idée que quelqu'un comme eux puisse accéder à une formation, à une aide concrète, faisait naître un espoir timide mais réel. Une caissière du snack du Hall B déclara à voix haute que c'était la première fois qu'elle se sentait visée par quelque chose d'aussi ambitieux. Un agent d'entretien glissa en rigolant qu'il allait peut-être enfin pouvoir reprendre ses études de cuisine. Et au milieu de ces voix, Élodie restait silencieuse. Le soir venu, de retour chez elle, elle s'assit sur son lit et sortit enfin l'enveloppe. Elle l'ouvrit avec précaution comme si le papier allait se briser. À l'intérieur, une lettre manuscrite, courte, soignée. Pas de grand discours. Juste ces quelques lignes. Élodie, il y a des rencontres qui ne s'expliquent pas mais qui marquent une bascule. La vôtre a été de celle-là. Ce que vous m'avez dit m'a ramené à l'essentiel. Et ce que vous avez vécu mérite un avenir que vous n'imaginez peut-être pas encore. Si vous acceptez, un poste vous attend. Pas pour ce que vous avez fait, mais pour ce que vous êtes capable d'apporter. Je vous laisse le choix, comme vous m'avez laissé le silence. Monsieur, il n'y avait aucune mention du titre du poste, aucun détail logistique. Juste cette proposition ouverte, pleine de respect. Elle resta là longtemps, la lettre posée sur ses genoux. Elle n'avait jamais reçu un mot aussi simple et aussi profond. Elle ne savait pas encore ce qu'elle ferait. Elle aurait pu appeler Marc immédiatement, le remercier, demander des précisions, mais elle choisit de ne rien faire pour l'instant, parce qu'avant toute décision, elle voulait retourner au banc. Là où tout avait commencé, et peut-être là où elle pourrait commencer à penser autrement à son propre futur. Le journal était toujours là, sur sa table, plié à la page de l'article. Elle le regarda une dernière fois, avant d'éteindre la lumière. Et, pour la première fois depuis longtemps, elle se demanda si attendre n'était plus une fatalité, mais un choix. Le samedi suivant, Élodie arriva plus tôt que d'habitude à l'aéroport Charles de Gaulle. Elle avait quitté son appartement alors que les rues étaient encore plongées dans un calme presque irréel. Cette fois, elle ne portait pas son uniforme, pas de tablier, pas de badge de la cafétéria. Elle ne venait pas en tant qu'employée. Elle venait en tant que personne, en tant que femme qui avait choisi de faire ce que, pendant longtemps, elle n'avait pas osé. Attendre quelqu'un pour de vrai et non pas attendre que quelque chose change sans bouger. Le terminal était déjà en mouvement, mais d'une agitation sourde encore retenue.
Les premiers vols du jour embarquaient leurs passagers, les agents de sécurité se relayaient, les annonces étaient encore espacées. Élodie s'assit sur le banc où elle et Marc s'étaient rencontrés tant de fois. Le froid de l'assise métallique lui rappela à quel point ce lieu n'était pas fait pour les longues installations. Et pourtant, elle s'y sentait à sa place. Elle sortit le carnet qu'elle avait conservé, bien qu'il lui ait dit de le garder ou de le jeter. Elle ne l'avait jamais jeté, elle l'avait rangé, précieusement. Le feuilletant à nouveau, elle retrouvait les dates, les horaires, les phrases sobres et douloureuses. Mais elle ne lui faisait plus le même effet. Elle n'était plus chargée du même mystère. Elle n'était plus une énigme à résoudre, mais les traces d'un homme qu'elle avait appris à connaître, à respecter, et dont la présence avait redonné un sens à ses propres silences. Le temps passa. 9 heures arriva, puis 9h10, puis 9h20. Elle continuait à guetter l'entrée du terminal. Aucun signe de lui. À 9h25, elle se leva, marcha jusqu'à la baie vitrée, revint au banc. Rien. Elle jeta un regard vers la cafétéria. Julie était en train de servir un cappuccino à un couple pressé. Élodie sentit son estomac se nouer. Et s'il ne venait pas? Et si cette fois, l'absence n'était pas une manière de faire attendre, mais un point final? À 9h45, elle comprit qu'il n'était pas là. Elle resta malgré tout 1 heure, 2 heures. Elle regarda les gens passer, les enfants courir, les valises rouler. Elle observa un homme âgé embrasser sa petite fille avant de passer les contrôles. Une femme d'affaires tapait nerveusement sur son ordinateur portable. Un jeune couple se prendre en photo devant la vitrine d'un magasin duty-free. Elle observait tout cela avec une distance nouvelle, comme si elle était devenue une spectatrice lucide du monde qu'elle avait côtoyé trop longtemps sans vraiment en faire partie. À midi passé, elle se leva lentement. Elle ramassa son sac, glissa le carnet dans une pochette, s'apprêta à partir. Ce samedi-là, elle aurait voulu que Marc vienne. Qu'il soit fidèle à cette habitude qui avait fini par devenir la sienne aussi. Mais il n'était pas là. Et elle devait apprendre à accepter cette possibilité. Le fait que l'absence puisse aussi être une réponse. Elle traversait déjà le hall, en direction de la sortie, quand elle l'aperçut. Il marchait à contre-courant du flux, sans manteau, sans attaché-case, habillé simplement d'une chemise blanche, les manches relevées, les yeux droits. Il la vit. Il ralentit, puis s'approcha. « Je suis en retard, dit-il. » Élodie sentit un soulagement immédiat, mais elle n'en montra rien. « Vous êtes venu. » Il hocha la tête. « Aujourd'hui, pour la première fois depuis 4 ans, je n'étais pas sûr de devoir venir. Je me suis levé tard. J'ai hésité. Puis je me suis demandé si vous seriez là. » Il s'arrêta un instant, puis ajouta « Alors je suis venu. Mais cette fois, pas pour le passé. » Elle ne dit rien. Elle le regardait, tentant de comprendre ce qui avait changé. Il semblait différent, plus léger, moins contenu. Son regard ne fuyait pas. Il la regardait avec calme, comme on regarde une personne à qui l'on va dire quelque chose d'important. « J'ai annulé la réunion que j'avais ce matin, » dit-il. « J'ai quitté mon bureau sans prévenir. J'ai marché 1 heure dans Paris. Et j'ai réalisé que ce samedi, je ne voulais pas revivre l'absence. Je voulais voir ce qui était là. » Il fit une pause, observant autour d'eux les passants, le banc vide derrière elle. « Vous m'avez aidé à revenir à moi, Élodie, pas en posant des questions, ni en cherchant à réparer quoi que ce soit, juste en étant là, en écoutant, en comprenant que certaines douleurs n'ont pas besoin de solution, mais d'un espace pour exister. » Elle sentit sa gorge se nouer. Elle ne s'attendait pas à tant de mots, pas à tant de clarté. Elle avait cru qu'il garderait tout cela pour lui, comme toujours. « Et vous ?» demanda-t-il. « Pourquoi être venu aujourd'hui ?» Elle le regarda puis haussa doucement les épaules. « Parce que je voulais savoir si vous seriez là même sans le rituel, si vous étiez prêt à venir pour autre chose que ce qui vous a retenu ici si longtemps. » Il hocha la tête. Puis, dans un sourire discret, presque timide, il ajouta « Aujourd'hui, je ne suis pas venu pour attendre. Je suis venu pour vous. » Le silence qui suivit ne ressemblait à aucun autre. Il n'était pas pesant, ni douloureux. Il était apaisé, plein d'une densité nouvelle. Un silence sans peur, sans fuite. Un silence d'accord. Ils retournèrent ensemble vers le banc. Cette fois, ils s'assirent plus proches. Ils ne parlèrent pas de l'avenir, ni de ce que cela voulait dire. Ils n'avaient pas besoin de mettre un nom sur cette présence partagée. Le terminal, autour d'eux, continuait sa danse, mais pour Élodie, il avait cessé d'être un lieu de répétition.
Il devenait autre chose, une passerelle, un seuil. Et au fond d'elle, elle savait que quelque chose avait fini ce jour-là. Pas de façon douloureuse, mais avec cette évidence tranquille, il n'y avait plus rien à attendre du passé. Il était temps de partir. Le samedi suivant, Élodie arriva au terminal avec une valise à la main. Une valise simple, de taille moyenne, bleu nuit, achetée quelques jours plus tôt dans une boutique qu'elle n'avait jamais vraiment remarquée jusque-là. Elle n'avait jamais eu besoin de bagages. Avant ce jour, elle n'était jamais venue ici autrement que comme employée ou observatrice silencieuse. Ce matin-là, pour la première fois, elle n'avait pas pris la direction de la cafétéria. Elle ne portait pas d'uniforme. Elle n'était pas là pour servir du café, ni pour s'asseoir sur le banc familier. Elle venait pour partir. La veille, elle avait ouvert à nouveau l'enveloppe que Marc lui avait remise. Elle avait lu la lettre une seconde fois, puis une troisième. Et elle avait pris sa décision. L'offre n'était pas une simple proposition professionnelle. Il ne s'agissait pas d'un contrat de travail dans un bureau anonyme. Il s'agissait d'un programme de formation interne lancé par la fondation de Nexora en partenariat avec plusieurs institutions éducatives. Elle avait été sélectionnée, ou plutôt reconnue, pour participer à un cycle d'1 an à Toulouse, dans un centre spécialisé où des jeunes adultes comme elle, issus de milieux modestes, allaient suivre un parcours hybride entre apprentissage théorique et pratique, encadré par des professionnels engagés. Marc ne lui avait rien imposé. Il lui avait tendu la main, et elle avait choisi de la saisir, pas pour lui faire plaisir ou pour rendre quelque chose, mais parce que, au fond, elle savait que c'était le moment. Elle avait passé des années à rester sur le quai. Il était temps de monter à bord. Elle entra dans le hall principal, passa le contrôle des billets avec une facilité étonnante, comme si elle avait toujours su comment faire. Personne ne la retenait. Aucune urgence ne l'obligeait à faire demi-tour. Elle se sentit légère, pas comme si elle fuyait, mais comme si elle se dégageait enfin du poids qu'il avait retenu trop longtemps au sol. Assise près de la porte d'embarquement, elle sortit un carnet neuf de son sac, celui qu'elle avait acheté le lendemain de sa visite au siège de Nexora. Elle y avait écrit quelques phrases au crayon. Pas des objectifs, pas des rêves, mais des observations. Des notes sur ce qu'elle ressentait depuis ce changement progressif. La peur, le doute, mais aussi la curiosité. Une envie timide, mais persistante, de devenir autre chose qu'un rouage silencieux dans une machine impersonnelle. Elle regarda autour d'elle, des passagers fatigués, des enfants excités, des couples encore engourdis par l'aurore. Elle ne se sentait plus spectatrice, elle faisait désormais partie du mouvement. Ce sentiment-là, elle ne l'avait jamais connu. Elle comprit que ce qu'elle quittait n'était pas seulement un emploi ni même un lieu. Elle quittait une version d'elle-même. L'annonce du vol résonna dans les haut-parleurs. Embarquement pour Toulouse, départ prévu à 10 heures précises. Élodie se leva, rangea son carnet, attrapa sa valise, puis se dirigea vers la file d'embarquement. Au moment de tendre son billet, elle jeta un dernier regard vers le terminal. Il était toujours le même. Les mêmes couloirs, les mêmes néons, les mêmes annonces en boucle. Mais il n'avait plus le même sens. Ce n'était plus un point d'arrêt, c'était un point de départ. À bord de l'avion, elle s'installa côté hublot. Elle n'avait pas demandé cette place, mais elle en était heureuse. Elle regarda les pistes défiler, les agents au sol s'agiter, les passagers ranger leurs bagages. Puis elle sentit l'appareil vibrer, prendre de la vitesse et, lentement, quitter le sol. La vue de Paris depuis le ciel était floue, brumeuse, mais identifiable. Elle repéra même, avec une petite pointe d'émotion, la silhouette massive du terminal où elle avait passé tant de jours à observer les autres partir. Cette fois, c'était elle. Elle pensa à Marc. Il ne l'avait pas appelée depuis le dernier samedi. Elle non plus. Il n'y avait pas eu besoin. Il s'était dit l'essentiel sans avoir à le répéter. Il avait allumé quelque chose en elle, une possibilité. Elle avait saisi cette ouverture et en avait fait un choix personnel. Leur lien, aussi discret fût-il, resterait. Pas par dépendance, mais par reconnaissance. Tandis que l'avion prenait de l'altitude, Élodie sentit une larme silencieuse glisser sur sa joue. Ce n'était pas de la tristesse. C'était une forme de libération. Elle n'était plus prisonnière d'un lieu ni d'une histoire figée. Elle avait accepté de changer de direction, pas pour oublier, mais pour avancer. Elle essuya la larme du revers de la main, puis rouvrit son carnet. Elle écrivit une phrase en lettres larges et nettes « Aujourd'hui, je suis partie ».
Puis elle posa le stylo, regarda à travers le hublot et laissa le silence du ciel lui dire ce qu'elle savait déjà. Elle était enfin en route vers autre chose. Vers elle-même, vers une destination qui cette fois ne dépendait plus de personne. Elle était une passagère, et ce voyage ne faisait que commencer.